Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Ce matin, nous sommes à la brûlerie Limoilou, coin de la 18e rue et de la 1er avenue, à côté de l'hôpital Saint-François d'Assise. Alors, je remercie énormément les propriétaires de l'entreprise de nous avoir accueillis pour cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, je reçois Dr Daniel Lapointe, anesthésiste et président de la clinique médicale spécialisée Opéra-MD. Daniel est donc non seulement anesthésiste, mais également homme d'affaires. Au cours de l'entretien, nous discutons de son choix de carrière, du métier d'anesthésiste et abordons ensuite en détail sa décision de se lancer en affaires avec Opéra-MD. Cette entrevue vous fera voir un autre volet de la médecine privée et vous présentera une vision positive de cet aspect du système de santé qui est destiné à croître au cours des prochaines années. Bonne écoute! Bon matin, Daniel. Bon matin, Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait quelques mois que je te travaille au corps. Ben oui, que voulez-vous, on a des horaires chargés, fait qu'on essaie de trouver un moment où on est disponible les deux en même temps, ce qui n'est pas toujours évident. Daniel, tu es anesthésiste? Oui, exact. Qu'est-ce qui t'a amené en médecine, en anesthésie? Ben écoute, comme tout bon élève du cégep dans les années 90, qui avait des bonnes notes et qui aimait les sciences, c'est surtout que je voulais mélanger un peu les rapports humains puis la science. Okay. Puis à ce moment-là, ça devient les sciences de la santé. Puis quand tu veux aller en sciences de la santé puis tu as les notes pour rentrer en médecine, ben habituellement, c'est ce que les gens choisissent. Ça ouvre une panoplie d'univers. Puis moi, rendu en médecine, ma première idée, c'était de devenir pédiatre. OK. Mais non, mais ris pas. Écoute, j'ai fait mes stages de pédiatrie. Je fitais un peu moins dans le moule des pédiatres. C'est une mentalité qui est proche de la médecine interne, très englobante pour le patient. On laisse aucun détail au hasard. Ça me correspondait moins. Puis en attendant, ben là, j'ai découvert un peu l'anesthésie avec des gens que je connaissais en médecine qui ont choisi cette discipline-là. J'ai découvert un peu. Donc, j'ai fait mon anesthésie et un fellowship en anesthésie pédiatrique. Donc j'ai combiné un peu mes les deux passions. Oui, exactement. C'est drôle parce que la pédiatrie, c'est à peu près la chose qui m'intéressait le moins lorsque j'étais externe. Parce que quand on commence, on est mauvais. Puis apprendre sur des enfants, je trouvais ça épouvantable. Comme regardez, mettons, examiner les oreilles d'un enfant. On est externe, on ne voit rien. Ouais. Puis là, l'enfant hurle. Les parents te regardent. Impatients. Les parents savent pertinemment que tu es un amateur. Puis là, tu sais, que 3 personnes vont passer après sur les oreilles de l'enfant. Je trouvais ça épouvantable. Non, c'était pas un bon feeling. C'est peut-être que c'est des choses un peu secondaires comme ça qui ont fait que j'ai pas trippé sur mes stages en pédiatrie, puis ce qui fait que j'ai choisi nos branches. Mais je pense quand même que je suis content du choix que j'ai fait. Là. Je combine tous mes amours. On va revenir à ton projet d'affaires dans quelques minutes, mais une journée standard dans la vie d'un anesthésiste avant. Quand j'étais au Opéra-MD. Ouais. Ben moi, j'étais au CHUL. Donc, au CHUL, on a un centre où il y a quand même une certaine diversité dans ce que l'anesthésiste va faire. C'est-à-dire qu'une journée, je peux être, par exemple, dans une salle de gynécologie avec des jeunes femmes en bonne santé. Le lendemain, je peux me retrouver en salle de pédiatrie à endormir une quinzaine d'enfants là, dans une salle d'ORL. Le surlendemain, après ça, je peux aller faire de l'obstétrique avec des péridurales, des césariennes. Et après ça, faire une journée où je vais être responsable aux soins intensifs là, des patients qui sont sous ventilateur.
Donc, il y a une belle variété. C'est pas un centre où c'est très uniforme. Il y a une chose de plus spéciale au CHUL, mais à laquelle je ne participais pas, c'était la clinique de douleur. Donc, la douleur chronique, c'est une autre branche de l'anesthésie qui est quand même pas négligeable. Là. Puis les gens qui font ça sont très dévoués et sont vraiment des experts dans leur domaine. Mais moi, j'ai pas touché à ça. Mais pour vous donner une idée que c'est souvent perçu comme une spécialité routinière. Mm-hmm. Mais quand même, honnêtement, je pense vraiment que c'est dans une des spécialités qui l'est peut-être le moins. Là. C'est sûr que moi, j'ai pas connu le fait d'être chirurgien, de faire sa journée à la clinique externe, le lendemain en salle d'op, puis le surlendemain en intervention. Donc, c'est sûr que ça aussi, il y a une certaine variété, mais l'anesthésie est certainement moins routinière que ce que les gens peuvent le percevoir vu de l'extérieur. Là. Dépendant du milieu, peut-être, que tu choisis aussi. Là. Toi, tu t'es trouvé de nouveaux défis, donc... As-tu l'impression que les anesthésistes, parfois, avec le temps, je trouve qu'il y a certains collègues, peut-être de mon âge, ou à peine un peu plus vieux, parfois qui ont l'air un peu blasés, là, c'est une discipline... tannés, là, dans notre jargon québécois, là. C'est pas une discipline qui donne beaucoup d'autonomie, je te dirais, de dire de réorienter ta carrière pour changer de bout en bout ce que tu veux faire, moins que dans d'autres disciplines. C'est-à-dire que c'est une discipline de service un peu, là, où... on est souvent en groupe avec des règles de groupe qui doivent être les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire le nombre de semaines de vacances que tu prends, le nombre de journées, le nombre de gardes, c'est très standardisé. Fait que peut-être qu'il y a un peu de ça. Puis je te dirais que, entre autres en milieu universitaire, là, depuis qu'ils ont introduit les stages obligatoires pour les externes, ça fait qu'on est toujours avec des... Toi, tu l'as toujours vécu, j'imagine. Moi, je ne sais pas à quel point tu es... Mais nous, quand on est avec un externe dans notre salle, on est avec l'externe dans notre salle. Il n'y a pas de résident entre les deux qui s'occupe du pont pour faire l'enseignement, tout ça. Moi, je pense que ça contribue un peu à on aime beaucoup avoir des externes, mais quand tu as un externe pendant 2 semaines, puis qu'après ça, il en revient un nouveau, puis qu'après ça, 2 semaines plus tard, il y en a encore des nouveaux, je pense que ça contribue. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la lourdeur des horaires en anesthésie. Là. C'est vraiment... Moi, c'est quand les gens me demandent... est-ce qu'il devrait choisir l'anesthésie? La première question que je lui dis, est-ce que tu es intolérant aux perturbations de sommeil? OK, ouais. Parce que c'est vraiment un effet majeur. Puis à long terme, ça, c'est sûr que ça tue un peu sur le moral. C'est une discipline où, aussitôt qu'il se passe quelque chose la nuit dans l'hôpital, on est impliqué, là, que ce soit une césarienne, un patient qui ne va pas bien sur l'intensif, une chirurgie d'urgence. Donc, il faut s'attendre à travailler de nuit. Puis même si on est dans des gros groupes puis que les gardes de nuit, il y a quand même quelques jours d'intervalle entre chaque garde, reste que ça prend quelques jours de te remettre une garde où tu n'as pas dormi du tout. Puis le temps que tu t'en sois remis, bien là, tu es rendu à ta prochaine. Donc, à la longue, je pense que ça mine peut-être un peu en vieillissant. En vieillissant, ça devient plus difficile. Je regardais mes collègues plus âgés là, en fin de carrière, puis vraiment, ça semblait difficile. Je le comprends très, très, très bien. Alors, moi, j'ai eu la chance un peu de me sortir de ça. Puis ça, je m'en cacherai pas, là, j'en suis très heureux. Je vous dirais pas que j'ai dormi nécessairement beaucoup plus dans les dernières années, mais pour des raisons différentes. Je dormais plus dans... C'est plus les tracas financiers puis d'affaires qui m'empêchaient de dormir plus que les appels pour des péridurales. Moi, j'ai l'impression, peut-être encore on parle d'anesthésie parce que tu es un spécialiste, mais que certaines des choses qui peuvent paraître attirantes en anesthésie au début sont peut-être les choses qui amènent un peu à cette lassitude, là, le fait de... Il n'y a pas de dossier beaucoup, il y a pas les patients, ce ne sont pas tes patients, tu n'as pas beaucoup de suivi de dossier à faire, tu n'as pas d'appel, comme souvent la journée d'un anesthésiste, elle se termine quand le dernier cas est à la salle de réveil. Nous, parfois, puis beaucoup d'autres spécialités, il y a une deuxième journée qui commence parfois à 3 heures d'appel de patients, de suivi de résultats. Donc, mais tu sais, je pense que la médecine, à certains égards, comme tu disais, se lever la nuit, c'est difficile. Mais il y a une valorisation extrême qui vient avec ça. Parce que tu sauves des vies. Quand tu te lèves la nuit en anesthésie, normalement, c'est pas pour... Tout à fait. Écoute, tu le décris très bien, là. C'est un des avantages de la profession, je pense, de, par exemple, revenir de 2 semaines de vacances puis de ne pas avoir une pile d'examens à reviser, de patients qui ont laissé des messages que tu dois rappeler, des suivis à faire. Quand on sort de l'hôpital, habituellement, on peut décrocher plus facilement. Quand on est à l'hôpital, on n'est pas là. Mais quand on est à l'hôpital, on est, d'un autre côté, plus exposé là, à tous les... C'est ça. On est un peu le dernier recours de plein de gens. On est le dernier recours de l'urgentologue qui a de la difficulté avec une intubation, un accès intraveineux. On est le dernier recours des infirmières sur les étages aussi pour toutes sortes de raisons. Puis, bon, c'est ça. Bref, tu l'as bien dit. C'est un avantage, mais en même temps un peu un inconvénient de la profession. Là. Mais puis peut-être que c'est peut-être ça aussi
c'est rare que les gens se souviennent de leur anesthésiste autant qu'ils se souviennent de leur chirurgien. Fait que peut-être que ça contribue peut-être un peu à la lassitude à la longue. Là. On ne devient pas anesthésiste pour la gloire. Non, ça, c'est clair. ben, puis on le voit parfois, là, à l'occasion, des patients veulent choisir leur anesthésiste et c'est compliqué. Ben oui, moi, c'est je l'ai certain. déjà vu, là, Ouais. des patients qui veulent tel anesthésiste, puis là, c'est comme... Ben, c'est pas toujours propice à ça. C'est pas organisé comme ça. Non, c'est ça. Comme je te dis, on est un peu effacé dans notre rôle. On vient dans le mardi, ben là, je vais être dans telle salle. Puis c'est ce qui est prévu. C'est ça. Ça peut se faire un échange, là, mais... Ferais-tu autre chose aujourd'hui, là, excluant la carrière d'homme d'affaires, disons? En médecine, honnêtement... Ou ailleurs? Ben, écoute, finalement, si j'étais devenu pédiatre, je serais probablement heureux. Là. J'en ai rencontré plus tard dans ma carrière des pédiatres qui correspondaient plus à ma personnalité. Puis non, mais c'est vrai. je serais probablement heureux, mais le fait est que je suis super content comme anesthésiste. T'as pas l'air malheureux. Non, vraiment pas. C'est un excellent choix. Il y a des choses que je sais que j'aurais pas faites. Je serais pas devenu psychiatre, je serais pas devenu intensiviste non plus. Les gens qui font de la douleur chronique, j'ai un respect énorme pour eux. J'ai pas la patience. Puis en dehors de la médecine, disons? Dehors de la médecine, ben écoute, c'est sûr qu'on a tendance à regretter des fois de ne pas avoir suivi nos passions, là, comme tu le sais. On est impliqués tous les deux dans la virée des voitures de rêve, fait qu'on aime tous les deux les belles voitures. Je me verrais travailler dans le domaine de la vente ou de la... Tu sais, un de mes rêves, si jamais je gagne le million, ben, moi, je trouve ça anormal qu'il n'y ait pas une piste de course à Québec. Okay, donc, je me lancerais sur le projet d'essayer de construire un genre de Mont-Tremblant quelque part dans la région de Québec. Que ça, tu te ferais des ennemis, mais... Ben, peut-être, mais là, avec les voitures électriques, ça va être de moins en moins... Effectivement, t'as tout ça fait. En tout cas, mais, ouais, écoute, on peut... ma blonde m'agace souvent parce que elle me dit que j'aurais aimé ça être un Backstreet Boy, mais non, honnêtement, vu mes talents, je pense que je suis à ma place. Je rends bon service à la société, puis je suis très heureux comme ça. OK. Ton plus beau souvenir dans ta carrière d'anesthésiste? Ben, j'aime beaucoup m'occuper des enfants, avoir des enfants à endormir pour qui c'est stressant, puis pour qui on réussit à rendre ça une expérience positive, autant pour l'enfant que pour les parents. Ça, c'est quelque chose que je vis presque à chaque semaine. Puis j'aime beaucoup ça. Là. Présentement, là, dans notre clinique, on fait de la dentisterie pédiatrique. C'est des enfants souvent qui sont pas faciles. On s'entend que pour être rendu à avoir besoin d'une anesthésie pour avoir des soins dentaires, c'est souvent des enfants qui ont soit de l'autisme, des syndromes comme ça, ou des enfants qui ont plus des caractères difficiles ou de l'anxiété très importante. On a beaucoup d'enfants, dans nos enfants plus âgés, là, dans les 7, 8, 9 ans, c'est beaucoup des problèmes d'anxiété, Puis quand je réussis vraiment à rassurer l'enfant puis rendre ça une expérience positive, ça c'est quelque chose que je vis souvent qui à chaque fois, là, je suis content. Là, j'ai l'impression d'avoir fait un bon travail, d'avoir fait une différence. Mais c'est sûr que au privé, présentement, mon défi n'est plus médical, dans le sens qu'il n'y a pas grand monde qui est en danger de mort quand il rentre chez nous. C'est pas comme quand je faisais de la chirurgie cardiaque pédiatrique, par exemple, au CHUL. Endormir un poupon de moins d'1 kilo avec une malformation cardiaque, ça, c'était déjà bien de le ramener en vie puis stable, tout ça, aux soins intensifs après sa chirurgie. Donc ça, c'était un bel accomplissement. Mais dans ma vie actuelle, là, c'est vraiment plus de rendre au niveau tout l'emballage autour de l'anesthésie, rendre ça positif pour les patients, là, autant pédiatriques qu'adultes aussi. Pour les enfants pédiatriques dans ta clinique, cette espèce de prise en charge-là, elle commence où, là, quand tu dis pour rendre l'expérience plus facile? Parce que c'est intimidant à partir du début. Tout à fait, mais je pense que c'est quand même moins intimidant dans un petit setup privé que chez nous. Il y a 4 salles d'opération où les infirmières commencent à avoir vraiment la touch avec les enfants. Elles sont très bonnes, on en a à chaque jour. On fait 5 à 6 enfants par jour, donc elles sont super bonnes avec ces patients-là. Ils reconnaissent bien ceux qui vont être un peu plus problématiques. On a des solutions des fois, on a un peu plus de prémédication, on les voit un peu plus d'avance, nous, comme anesthésistes. Mais là, on met des tablettes à la disposition des enfants. Ils peuvent en attendant écouter leur film préféré sur Disney+ ou sur Netflix. On essaie de rendre ça le plus positif possible. Puis ils n'ont pas à traverser l'hôpital. Tu sais ce que c'est des fois, le centre de jour est au 2e étage à l'ouest de l'hôpital, alors que le bloc opératoire est au 5e étage à l'est de l'hôpital. Tu traverses les fesses à l'air avec le préposé quand c'est le temps de tu sois appelé au bloc. Il n'y a pas ça chez nous. Donc ça aide beaucoup. C'est un peu tout ça là, qui facilite. Là. C'est certain que quand c'est nécessaire, je fais rentrer le parent dans la salle d'opération. Au bloc opératoire, c'était plus difficile. Des fois, il y avait un peu plus de réticence du personnel. Généralement, quand on l'expliquait au personnel, personne ne s'opposait à ça, par exemple. Mais je le fais un petit peu plus que ce que je faisais à l'hôpital, mais je le fais pas systématiquement. Là. On développe une expertise avec ça, alors, là, de voir quand est-ce que ça va être payant, quand est-ce que ça ne sera pas. Tu parlais du fait que tu endors des gens qui sont plus en santé. Là. Il y a beaucoup moins de risques anesthésiques, mais en même temps, il y a peut-être moins de
Il y a l'aspect de sécurité des soins aussi qui est un enjeu. Tu es dans une clinique privée qui est loin d'un paquet d'autres ressources. Là. Est-ce que ça, c'est quelque chose... je sais que tout est en place pour la sécurité, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as à l'esprit là, quotidiennement? Là, Écoute, j'ai commencé cette clinique privée-là, ça faisait 13 ans, 14 ans que j'étais anesthésiste. Je me voyais pas faire un move comme ça après seulement 2-3 ans de carrière, parce que là, je me serais exposé à me faire critiquer énormément s'il était arrivé quelque chose. Alors, c'est sûr que les premières années où il y a même des journées où j'étais le seul anesthésiste sur place, j'y pensais pas, mais c'est sûr que c'est peut-être moins idéal. Mais maintenant qu'on roule à temps plein avec nos 4 salles occupées tout le temps, au moins 3 anesthésistes sur place, on a, comme tu le dis, tout l'équipement, on a le même équipement de réanimation qu'à l'hôpital. Là-dessus, on n'a pas le choix, ne serait-ce que pour répondre à l'agrément, mais on va plus loin que ça. Là. Notre professionnalisme fait qu'on a tout ce qu'il faut sur place. Il y a une urgence avec la possibilité de transférer au premier étage de l'édifice. C'est une urgence mineure, mais ça veut dire qu'on a quand même un support. Là. Il y a souvent des cardiologues ou des pneumologues en consultation quelque part dans l'édifice, dans les cliniques de spécialistes. Même à le prix, on va avoir de l'aide. Mais ne serait-ce que d'avoir des collègues avec nous près, c'est sûr que c'est plus rassurant, mais je pense que la clé, c'est justement là, de faire attention à ce qu'on amène dans une clinique comme celle-là, puis juste pour être sûr qu'on ne fait pas de folie, là, des patients qui n'ont pas d'affaires là. As-tu une devise, un mantra ou écoute, quelque chose que tu dis à tes employés ou tes collègues? Là? Écoute, dès que j'ai fondé Opéra MD, ça va faire bientôt notre 5e anniversaire là, de fonctionnement en novembre. J'ai mis comme mantra sécurité, qualité, confort. C'est ça notre devise. Puis je pense que ça représente bien ce qu'on est. Là. D'abord la sécurité, ensuite assurer des soins de qualité, puis rendre nos patients confortables. Honnêtement, c'est pas mal comme ça que je le vois. C'est des gens qui pensent que je suis au privé, je suis là pour les profits ou quoi que ce soit. Si tu voyais le compte en banque actuellement, une semaine, on est dans la marge de crédit. C'est pas... L'argent va venir avec la qualité des soins à plus long terme, tout ça, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'en étant à une plus petite échelle humaine, on est capable de rendre d'excellents services sans avoir la grosse machine derrière. Puis c'est souvent même perçu de façon très positive par les patients. Ça, je suis très, très, très fier de ça. Là. Est-ce qu'il y a, si ça se raconte, là, as-tu en tête un moment plus difficile dans ta carrière ou quelque chose? Comme anesthésiste, c'est sûr que, écoute, en ayant fait de la chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est dans ce contexte-là que j'ai vu j'ai vu 3, peut-être 4 enfants être décédés sur la table d'opération. Quand même. Ça, c'est difficile. C'est vraiment pas le fun. Même si on s'entend, il n'y avait pas de surprise là-dedans. C'était tout, tu sais, quand le chirurgien annonce aux parents avant la chirurgie qu'il y a peut-être un 10 ou un 20 % de chances de décès, ça veut dire ce qui est énorme. Ça arrive dans certaines chirurgies. C'est des cas comme ça qu'on a perdu. Mais ça, c'est lourd. Puis ayant moi-même, avec ma conjointe, on a eu un drame un peu dans notre vie personnelle, c'est-à-dire que ça a été compliqué d'avoir une grossesse. Puis la première fois que mon épouse a réussi à tomber enceinte, il y avait une malformation majeure, puis il a fallu faire une interruption de grossesse quand même assez tard dans la grossesse, là, autour de 20 semaines. C'est-à-dire que l'enfant sort, puis il est vivant. Là. Il n'aurait pas survécu à long terme de toute façon, mais d'avoir tenu mon fils mourant dans mes bras pendant 1 heure, ça marque. Puis à chaque fois que j'ai revécu ça, d'avoir un bébé ou un jeune enfant sur une table d'opération qu'on savait qu'il n'allait pas s'en sortir, puis finalement, il s'en sort pas. Puis après ça, là, on fait tous les soins pour enlever toutes les traces là, pour le présenter aux parents de manière humaine. Ça, c'est des moments lourds. Les inalos qui travaillaient avec moi le savaient. Là, souvent, je n'étais pas capable. Tu vois, juste d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Mais ça, c'était vraiment les moments les plus difficiles là, dans ma carrière. Mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Ah oui, c'est sûr. C'est plate, mais on se fait une carapace à la longue en travaillant en médecine. Tu l'as vécu sûrement aussi toi-même de perdre des patients. Là. Puis, si on se fait pas une carapace, c'est nous qui allons y passer. Puis, on rend pas service à la population parce qu'on n'est plus capable de les servir. C'est sûr que quand tu dis 10-20 % de risque, c'est... on s'entend, là, c'est très rare des chirurgies où ça monte comme ça. Typiquement, en chirurgie cardiaque, c'est 1 à 3 % de risque de complication. Mais même 1%, les gens réalisent pas parfois à quel point c'est énorme. C'est parce que quand ça t'arrive à toi, 1%. C'est 100% à toi. Là. Je te dis l'image que j'utilise souvent en clinique externe, par exemple, je vais prévoir une résection intestinale pour diverticulite. C'est un exemple classique. Patient de 50 ans, parfaite santé. Moi, je considère qu'il y a probablement 0,5 à 1% de risque de mortalité. Là, peut-être un peu moins, mais là, on dit ça aux patients, puis
probablement moins qu'1% quand même, mais c'est pas zéro, là. Puis là, les patients vont dire, c'est pas si pire, tu sais. Puis là, je leur dis, écoutez, si je vous disais que vous avez 1% de chance de gagner la loterie 6,49 ce soir, là, vous allez écouter le tirage en direct, 1%, c'est beaucoup. C'est quand on est rendu à 3-4%. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes dans ta rue, il y en a une qui gagne. Puis l'autre exemple que je donnerais, à un certain moment donné, je fais une coloscopie à un pilote d'avion, un pilote de ligne. Puis on peut rencontrer le patient, puis écoutez, la coloscopie, ça dure tant, on fait ci, on fait ça, on donne la sédation. Puis je dis, le risque de perforation est relativement faible, là, c'est 1 sur 2000. Le gars me regarde, il dit quoi? Ouais. Il dit, c'est énorme. 1 sur 2000. Ouais, pour eux, en aviation, ça serait inacceptable. Ah, non, mais... Imagine-tu un avion sur 2000 qui tomberait, ça veut dire qu'il y en aurait à chaque jour. Là, tout est relatif. Là. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. On se console un peu là-dedans, nous, parce qu'en effet, c'est rare. Même, si tu as une complication à 1 sur 2000, dans ta vie, tu vas en voir combien, ça veut dire? Là, tu vas en voir, mais tu n'en verras pas des tonnes. Ils vont se noyer dans tous les patients qui vont avoir bien été. Non, puis c'est parce qu'on est capable de... En médecine, 1 sur 2000, c'est bien. Là, puis on s'entend qu'à 1 sur 2000, c'est pas 1 sur 2000 qui décède. Là. Non, c'est ça. Formation, après ça, on a plein de gestes pour récupérer ça. Là, exactement. Mais non, c'est sûr que, tu sais, je veux pas dramatiser, mais ce que je te disais, les chirurgies qui étaient les plus à risque, c'était souvent des reprises de chirurgie où ça avait déjà été compliqué la première fois, puis là, on n'avait pas le choix de le reprendre, puis c'était un geste un peu de dernier recours. Dans ce temps-là, en effet, les risques sont plus élevés, puis en effet, on en a perdu quelques-uns au fil des ans, ce qui est tout à fait normal. C'est pas une belle expérience. C'est quoi la santé pour toi, Daniel? Être en santé? C'est une excellente question, ça. Être en santé, c'est... écoute, c'est pas juste de pas être malade, hein? C'est aussi d'être en forme. C'est aussi puis on le voit de plus en plus depuis les dernières années, il y a aussi la santé mentale là-dedans. Ouais. Donc, probablement qu'être heureux, c'est peut-être la meilleure définition d'être en santé. C'est-à-dire que quand tu es heureux, c'est souvent signe que si tu as des problèmes physiques qui ne sont pas majeurs, ils ne t'empêchent pas de vivre ta vie, de faire tes activités. Si j'avais à le résumer en quelques mots, ce serait comme ça. Mais c'est sûr qu'on peut aller dans une définition beaucoup plus large de ce qu'être en santé avec des chiffres puis des IMC, des chiffres de glycémie puis de... Oui, tout à fait. On s'en sera pas là-dedans. Avant d'aller à la pause, si je te demandais de donner une note au système de santé québécois sur 10, aujourd'hui, on est fin octobre 2022. Écoute, j'aurais tendance juste à scinder en deux, juste pour être sûr, parce qu'on a une excellente note, je trouve, dans la qualité des soins. Je n'ai absolument rien à redire sur la qualité des soins. Les gens sont... L'expertise est excellente. Faut avoir étudié un peu... je sais pas moi, j'avais fait 1 an de fellowship là, de surspécialité en Belgique, qui est même en Europe reconnu comme un pays où la formation médicale est très bonne. Il y avait, semble-t-il qu'il y avait des Français qui venaient se former en Belgique parce que la formation était reconnue. Malgré ça, tu vois que notre formation au Canada, puis là je parle pour les médecins, mais je parle aussi pour les infirmières, les institutions là, qui surveillent là, l'agrément, ces choses-là, le Collège Royal, font que quand on sort avec notre diplôme de médecin spécialiste ou de médecin de famille ou d'infirmière, on a une bonne formation, puis ça paraît sur le terrain. La qualité des soins est super bonne. En qualité de soins, je nous mettrais aisément un 8 à 9 sur 10, il n'y a pas de doute, mais en accessibilité, là, c'est là le problème qu'on a depuis quelques années, ça va pas bien. Tu donnes combien? Hey, sérieux, c'est difficile. Donnes-tu la note de passage? C'est difficile de donner la note de passage. Écoute, je pense, honnêtement, connais-tu beaucoup de domaines où, mettons qu'on prend quelqu'un qui gagne là, 60 000 par année, qui va donner 20 ou 25 000 en impôts. Là-dessus, il y a combien qui va pour le système de santé spécifiquement? Il y a un bon 7-8 000. Si on prend la moitié de tes impôts provinciaux, c'est ça. Mettons qu'il y a un 7-8 000 qui va pour la santé et les services sociaux. Là. Je pense qu'en fait, c'est le coût en santé par habitant, c'est à peu près ça. Bon, mais là, pense-y là. Mettons que tu mettais 8 000 sur ton abonnement de Netflix par année. Est-ce que tu accepterais que quand tu vas écouter un film, ça prenne 2 ans avant que tu puisses l'écouter? C'est catastrophique, honnêtement, l'accessibilité. Là. On parle de... On le vit comme médecin, tu le vis probablement comme moi, des amis qui t'appellent des fois pour que tu puisses leur prescrire un antibiotique pour le titre de leur enfant parce que Colin ne sont pas capables d'avoir un accès à un médecin de famille dans un délai raisonnable, puis aller faire la file à l'urgence toute nuit pour se faire prescrire un médicament pour un titre. Tout le monde sait que ça n'a pas d'allure. Et en plus, tu vas sortir de l'urgence et les pharmacies sont fermées. Ben oui.
Alors, là, écoute, non, je suis pas capable de donner la note de passage. Moi, je donne un 4 à 5 sur 10 sur l'accessibilité. C'est ça qu'il faut travailler dans les prochaines années. Puis, c'est un défi énorme, là, parce que les ressources sont loin d'être limitées autant que les besoins peuvent l'être. Mais, alors, c'est ça. Donc, au global, on a peut-être un 6-7 sur 10 comme système de santé, mais là où le bas blesse, c'est vraiment l'accessibilité. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Daniel, on va parler du privé en santé, là, vraiment, parce que ça te concerne directement. Ouais. Puis, la pandémie a vraiment bouleversé le modèle d'affaires. Au début, je pense, négativement. En tout cas, la perception que j'en avais, puis positivement par la suite. Donc, je te demanderai pas ton... Je vais te le demander, là, ton opinion sur le privé en santé, puis... Ben écoute, si je peux juste revenir sur le modèle d'affaires. Dès le départ, moi, quand j'ai construit, c'était pour espérer aller donner un coup de main là, aux hôpitaux, un peu comme ça se faisait déjà à Montréal, là, chez Rockland MD, 1030. Parce que, écoute, depuis que je suis en médecine, ça fait 20 ans que je suis en médecine, ça fait 20 ans que j'entends dire les chirurgiens qui aimeraient ça avoir plus d'accès à des salles d'opération. Puis entre toi et moi, c'est plus ou moins... On forme des chirurgiens, puis je ne sais pas combien en moyenne de journées par semaine ils peuvent opérer, mais ça va entre 1 et 2 journées par semaine. Là. Parfois moins. Parfois moins, exactement. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai fondé Opéra MD. Et en effet, jusqu'à la pandémie, j'avais espoir de convaincre plus facilement que ça l'a été, là, les hôpitaux de venir chez nous. À mon esprit, à moi, la situation des listes d'attente le justifiait amplement. Au niveau financier, je continue à penser que c'est avantageux pour le contribuable parce qu'on réussit, là, on pourrait discourir des raisons pendant des heures et des heures, là, mais je pense que c'est avantageux de faire appel en partie au privé, pas exclusivement au privé, mais en partie au privé. Et quand la pandémie est arrivée, je faisais face à de la résistance depuis 3 ans, là, à l'interne, à l'externe, au niveau. C'est très politique, c'est très idéologique, la place du privé en santé. Tout à fait. Puis je pense que malheureusement, on est très négativement teinté par le voisin au sud qu'on a, les États-Unis, chez qui le privé est pas la place tient pas la place que j'imagine pour le privé. Là. Les gens oublient que partout ailleurs dans le monde, à part à peu près 2 ou 3 pays, là, à part le Canada, le privé est à partenaire égal là, avec le public de santé. Là, tous les pays européens, en Asie, il n'y a à peu près pas de pays là-dedans qui n'ont qu'un système exclusivement public. Mais nous, on a peur de la dérive américaine où là, l'accessibilité aux soins n'est pas universelle. Ouais. Mais on ne veut pas ça personne. Je veux certainement pas ça moi non plus. Là. Je veux pas que les soins soient réservés aux gens qui ont de l'argent, mais au contraire, je voudrais que les soins soient accessibles à tous. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, les soins, présentement, sont pas très accessibles à personne. Là. Sont difficiles d'accès pour tout le monde. En tout cas, bref, quand la pandémie est arrivée, ce que ça a fait, c'est que ça a fait tomber une bonne partie de ces barrières idéologiques-là et politiques à ce que les hôpitaux fassent affaire avec nous. Puis là, tout d'un coup, alors que depuis 3 ans, j'essaie de convaincre les hôpitaux isolément, là, un par un, là, de venir chez nous pour y amener telle activité, celle-ci, c'est ça. Le CHU avait, entre autres, commencé à faire ses propres études qui démontraient, en effet, qu'il y avait, à leur grand étonnement, là, il y avait un déficit de salles de chirurgie ambulatoire pour répondre
aux besoins de leur propre population. Ben, ça s'en venait, les discussions étaient amorcées, mais quand la pandémie est arrivée, ben là, il n'y a plus de place à la discussion, c'était plus quand est-ce qu'on peut commencer. Alors ça a été au niveau affaires, là, c'est sûr que ça a été une bonne nouvelle. Là. On a fait face à une fermeture de 2 mois là, au début de la pandémie, quand tout a été fermé, comme plein d'entreprises. Donc ça a été une période difficile à vivre, mais quand on est réouvert, ça a été OK, on commence, puis là, on fait enfin ce qu'on avait prévu avec les hôpitaux, c'est-à-dire faire des cas. Puis là, entendons-nous, les gens le savent peut-être ou peut-être pas, ceux qui nous écoutent, mais les gens qui viennent se faire opérer chez nous ne paient pas pour leur chirurgie. Là. C'est leur carte soleil, un peu comme quand on se présente chez notre médecin de famille dans sa clinique au coin de la rue. Comme si on se présentait à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on présente notre carte soleil, puis nos soins sont couverts par nos impôts. C'est la même chose pour presque tous les patients qui viennent chez nous. Là. La seule exception, c'est les patients qui viennent faire des chirurgies esthétiques. Ceux-là payent, bien entendu, pour leur intervention, mais tous les autres qui viennent chez nous, que ce soit les interventions en dentisterie pédiatrique, les chirurgies orthopédiques générales qui sont faites avec les contrats avec les hôpitaux, les patients ne paient pas pour ça. Alors, donc, au global, c'est vrai que la pandémie, au niveau affaires, aurait été bonne, parce que je pense savoir fait seulement accélérer ce qui me paraissait inévitable et ce qui me paraissait nécessaire là, pour rendre les services à la population. Mais là où ça a été difficile, c'est que tout est arrivé en même temps. Au moment où le système menaçait de s'effondrer, il commençait à y avoir un exode de personnel, nous, il fallait qu'on trouve du personnel, mais on ne voulait pas et on ne pouvait pas non plus aller chercher du personnel actif dans les hôpitaux. Donc, là-dessus, je suis très fier du travail qu'on a accompli, c'est-à-dire qu'on a réussi à aller souvent sortir de leur retraite des infirmières qui avaient pris leur retraite dans les années précédentes ou des gens qui avaient carrément changé de domaine dans les années précédentes. Là, on est allé récupérer des gens qui étaient dans des cliniques de dentisterie, des anciennes infirmières. On est allé récupérer des gens qui étaient carrément dans le domaine de la santé. Puis, on a réussi à se monter une super équipe. La grande majorité de ce personnel-là ne serait jamais retourné dans le réseau public. Hein? La très grande majorité. C'est ça. Honnêtement, je fais le tour. On a une 50aine d'employés présentement. Beaucoup sont à temps partiel, des retraités. La plupart, elles ont donné leur nom pour retourner à l'hôpital, puis n'ont pas eu de retour d'appel. C'est drôle parce que lorsqu'on dit ça à l'interne, dans le CHU-Québec, les gens disent non, c'est pas vrai, on les a contactés. On les a contactés, mais on leur a demandé de travailler à temps plein. Mais là, quand tu es retraité, nous, on jongle avec ça. C'est nous autres qui se tapent le jonglage avec les horaires. Tu sais, des employés vraiment là, qui sont en âge de travailler à l'hôpital présentement, qui seraient à temps plein. On en a, c'est sûr qu'on en a quelques-unes, mais c'est peut-être 4 ou 5 sur le lot, éparpillées, là, une inhalothérapeute, une fille de salle de réveil, puis la plupart de toute façon, quand ils sont venus chez nous, la plupart du temps, ils avaient déjà démissionné de l'hôpital, donc leur décision était déjà prise de quitter l'hôpital. Après ça, ils ont entendu parler de nous, puis là, ils sont venus nous voir. C'est ça. Donc, honnêtement, je pense que la situation peut être la même partout en province. Là. Je pense que ça a été un peu différent, entre autres dans la région métropolitaine de Montréal, mais pour ce qui est de notre situation particulière à nous, on n'a vraiment pas déshabillé Jean pour habiller Jacques. Là. Ça n'a vraiment pas été le cas. Au contraire, je pense que ça a été pas mal juste du positif. Mais bon, si tu me demandes mon opinion sur le privé en santé, je pense que le problème, c'est que le système public est trop gros et manque d'agilité, en fait. Tu l'as vécu, tu t'es impliqué dans des comités sûrement au cours de ta carrière, dans la chefferie, dans toutes sortes de choses. Quand vient le temps de vouloir changer ou améliorer quelque chose dans le système, ça ne va pas en s'améliorant, là, ça devient de plus en plus difficile. Moi, je sors toujours l'exemple, quand j'ai commencé ma carrière comme anesthésiste au CHUL, la chef inhalothérapeute, elle était dans les salles, puis elle se réservait une journée par semaine à aller s'asseoir dans le bureau pour régler tout ce qui est les horaires, puis c'était peut-être 2 jours, là, mais on s'entend qu'elle était active sur le terrain, puis il y avait une personne. Quand j'ai quitté il y a 5 ans, on était rendu, honnêtement, là, à chaque fois que je passais devant le bureau de l'inhalothérapeute en chef, il y avait 3 personnes assises là à temps plein à faire des protocoles, à remplir toutes sortes de paperasses. Donc, le système s'est tiré lui-même un peu dans le pied en alourdissant au fur et à mesure l'aspect bureaucratique puis l'aspect paperasse. Les infirmières passent énormément de temps assises au poste à remplir le dossier plutôt que d'être au chevet du patient. Puis, dans le privé, il y a le même phénomène. C'est un phénomène naturel, ça. Les gens en administration vont vous le dire. L'hypertrophie. L'hypertrophie de l'administration, c'est un phénomène naturel, sauf que dans le privé, vous l'entendez souvent parler, à toutes les 8 ou 10 ans, il y a une restructuration. Puis là, il y a des mises à pied massives, malheureusement, mais on fait le ménage en côté administratif, dans la lourdeur. On refait un reset, puis on est un autre 8 à 10 ans à regonfler, mais là, 8 ans plus tard, il y a un autre reset. Dans le public, il n'y a pas ça. C'est que de l'hypertrophie continuelle,
Puis là, je pense qu'on est à un point critique, là, dans le sens que c'est très démotivant pour le personnel. C'est très intéressant. Puis j'ai 2-3 trucs à te dire tout à l'heure là-dessus. Mais je veux qu'on recule dans le temps. Donc, Back to the Future, je ne sais trop, mais l'idée que tu as eue, moi je me rappelle, à l'époque j'opérais au CHUL, lorsque tu as pris la décision de quitter, puis je me disais, wow! Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait parce que ça prend énormément de courage là, pour quitter un emploi qui est très bien rémunéré, une sécurité d'emploi que je qualifierais de béton, là, je veux dire, à moins vraiment de faire quelque chose de majeur. Tu as un emploi garanti. Remarque, tu l'as encore, tu pourrais retourner n'importe quand dans le réseau public, mais peut-être pas dans les mêmes conditions. Peut-être à Québec, probablement, mais c'est pas clair. Mais tu me disais, là, toi, ton but à l'époque, c'était d'augmenter l'accès, faciliter l'accès, mais je veux dire, je voudrais savoir quand ça a germé pour la première fois ce projet qu'on pourrait qualifier de suicidaire, de te lancer, c'est quand même majeur, là. C'est pas d'aller ouvrir, c'est pas ouvrir un petit bureau au coin, là, c'est d'ouvrir un petit hôpital. À certains égards. C'est un bloc opératoire, on s'entend, là. Il y a, comme je disais tantôt, il y a la structure qui tourne autour de ça, comme ouais. tu parlais de l'agrément, tu parlais des équipements, les médicaments. Ensuite, il faut que tu deviennes un employeur, un homme d'affaires, un publiciste. Il faut que tu fasses du marketing, du lobbying à certains égards, à la limite. Oui, Je veux juste donc essayer de... Si tu pouvais retourner dans le temps de la première fois que tu t'es dit il y a quelque chose, tu sais. Je te dirais que c'est une opportunité qui s'est présentée. Quand elle s'est présentée, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Est-ce que je vais plus regretter de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait? Je résumerais ça comme ça. C'est bon. Si je voulais aller plus loin dans la description, ce qui se passe, c'est que moi, j'aurais passé ma vie au CHUL sans aucun problème. En termes de travail en anesthésie, je trouvais ça extraordinaire, une belle variété. C'est sûr que la qualité de vie, en termes de nuit de garde, tout ça, c'était lourd. Donc, il y avait ça comme gain à faire là, au niveau du travail de nuit puis de fin de semaine. Puis ça, je m'en cacherai pas. C'est un gain que j'ai fait. Mais ce qui s'est présenté, c'est vraiment une opportunité. C'est un ami proche là, dont le frère est le développeur immobilier qui construisait cet édifice-là, qui est à vocation en bonne partie médicale, avec une urgence. Ça, c'était déjà tout décidé. Mais il y avait certains plasticiens, entre autres, qui cherchaient à trouver quelqu'un pour faire construire puis opérer un bloc opératoire. Puis rapidement, quand je me suis mis en contact donc avec les développeurs immobiliers en question, puis on a réussi à être en contact très rapidement avec des dentistes pédiatriques. Ça, c'était évident qu'il y avait un problème dans la région de Québec. Il y avait une accessibilité à peu près inexistante aux soins de dentisterie pédiatrique là, sous anesthésie. Il y a des cliniques privées qui le font à Montréal sous forme d'entente gouvernementale comme on le fait maintenant. Ça existait déjà, ça avait fait ses preuves à Montréal, c'était super efficace. Puis à Québec, le service était, excusez, là, mais je dirais inexistant. Là. C'était 2 à 3 ans de liste d'attente pour pouvoir faire endormir un enfant qui a de la douleur à tous les jours à cause de ses caries, puis des abcès, puis aucun sens. Puis en fait, si la liste était juste de 2-3 ans, c'est que la plupart des dentistes savaient que le service était trop long, puis ils se prenaient même pas la peine de faire. Donc, de voir ces patients-là. Ils inscrivaient pas sa liste d'attente, parce que de toute façon, ça donne rien. Là. Inscrire un patient qui va attendre 3 ans, alors que... Bon, en tout cas, bref. Ça, on a réglé... donc, il s'est présenté ces dentistes-là. Donc, avec mon fellowship en anesthésie pédiatrique, j'étais en excellente position pour faire ça. C'est pas n'importe quel anesthésiste qui aurait commencé à aller endormir des enfants dans une clinique privée là, en dehors de l'hôpital. Donc, on avait cette clientèle-là, les plasticiens. J'ai rapidement discuté avec les orthopédistes là, avec qui je travaillais au CHUL. C'était eux qui faisaient les militaires de la base dans le quartier. Donc, eux aussi se sont dit que c'était une excellente idée de sortir ces patients-là des listes d'attente de RAMQ puis d'aller les faire au privé, puisque de toute façon, c'est l'armée qui paye pour leurs soins. En tout cas, bref, j'avais un petit noyau. Potentiel qui était suffisant pour débuter. Mais c'est sûr que j'imaginais que les hôpitaux embarqueraient un petit peu plus rapidement que ça dans la parade. Là. Donc, j'aurais pu faire plus petit, j'aurais pu faire 2 salles d'opération, juste me sortir de l'hôpital puis faire le minimum, mais je regardais le modèle financier puis ça serait jamais devenu rentable. Ça aurait été du kiff-kiff au mieux. Alors là, c'est pour ça que j'ai décidé de grossir un peu. On s'est d'emblée lancé en 4 salles en se disant que sûrement que les hôpitaux embarqueraient si l'opportunité se présentait. Puis, ce bout-là a été plus difficile que prévu. Là. Mais dans le fond, c'est un peu ça. C'est une opportunité vraiment qui s'est présentée. J'avais 42 ans à l'époque.
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pas fait ça à 33 ans, jeune anesthésiste, parce que je trouve que ça aurait été me mettre la tête sur le bio en termes de professionnel de la santé aussi, mais avec presque 15 ans d'expérience, un bon dossier à mon actif, c'était le temps. Là. Puis j'aurais pas fait ça non plus fin cinquantaine, avec quelques années devant moi. Là, ça n'aurait pas valu la peine. Là. C'était tellement d'énergie, d'effort, tu l'as dit, là, c'était... c'est un peu fou, en fait. Mais tu sais ce que c'est, on se met le doigt dans l'engrenage à un moment donné, puis le bras est rendu dedans, puis on s'en est plus ou moins rendu compte, puis là, ben écoute, on n'a pas le choix, il faut continuer. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. Là. L'opportunité s'est présentée, on y va, puis on fonce, puis on regarde plus en arrière. Puis ça, donc, tu me dis à peu près, il y a 5 ans, donc au début de la pandémie, ça fait 2 ans et demi que... Oui, c'est ça, ça fait 2 ans et demi qu'on est ouvert. Ça a été des années difficiles, c'est certain. Là. As-tu eu peur de fermer au début de la pandémie? Oui. Oui, quand ça a fermé pour 2 mois, on se doutait que ça serait peut-être le coup d'envoi là, de nos ententes avec les hôpitaux, mais si ça n'avait pas été le cas, je ne suis pas sûr qu'on aurait passé à travers, en fait, parce qu'on avait déjà accumulé des pertes, là, puis je ne parle pas des pertes de 50 000, on est dans les millions. Puis, je suis un vulgaire anesthésiste, je ne suis pas un magnat de l'immobilier ou quoi que ce soit, là, donc je n'avais pas des millions à mettre pour continuer à éponger les pertes. Là. Alors, ça commençait à être temps que le paquebot tourne. Au début de la pandémie, je me rappelle que là, on parlait déjà d'aller au privé, puis Opéra MD, puis on se disait, peut-être qu'on va en avoir besoin éventuellement. Moi, je me rappelle, je disais à l'interne, écoutez, si vous voulez qu'Opéra MD soit là dans 2 ans, il va falloir le faire travailler maintenant. T'sais, donc, d'où les ententes 108. Là, donc, mais c'est drôle parce que tu parlais tout à l'heure de la résistance presque idéologique là, du réseau public à côtoyer ou à faire affaire avec les réseaux privés. Puis, même, je trouve, le type d'entente qui est signé entre les établissements privés et le réseau public, je trouve que ça témoigne de ça. Il y a une philosophie de dire que finalement, on fait affaire avec le réseau privé, une clinique privée comme la tienne, Opéra MD, mais c'est un prolongement de l'hôpital. Hein? Oui. Alors que moi, mon argument, j'ai dit quelques fois, j'ai dit, écoutez, à partir du moment où on fait affaire avec le privé, pourquoi pas juste signer une entente puis dire à Daniel Lapointe, regarde Daniel, combien de prothèses de genoux tu peux me faire? Puis toi, tu dirais, écoutez, ben moi, je peux vous en faire, pour moi, 500 par année. Ben parfait. Mais c'est comme, l'argument est tu l'as sûrement entendu, l'argument, c'est la qualité des soins, la qualité de l'acte. C'est comme s'il y a effectivement une idéologie que le réseau public dit on est les meilleurs pour le faire, donc on ne peut pas laisser le privé s'en occuper complètement. Je ne sais pas si tu as cette perception-là. Il faut quand même garder le contrôle, mais définitivement. Contrôler quoi, là? C'est comme si le privé, de façon autonome, n'allait pas livrer la marchandise. Il y a quelque chose qui me dépasse complètement, moi, là-dedans. Ben écoute, je te cacherai pas, il a fallu que je fasse plusieurs concessions parce que j'étais en mode survie à ce moment-là. Je comptais sur ces ententes-là là, pour la survie à long terme puis la croissance de mon entreprise. Donc, il a fallu que je fasse certaines concessions parce que malgré le fait que ça semblait évident que le système ne pouvait pas se passer de toutes les ressources qui étaient mises à sa portée, il y a quand même des gens qui se sont opposés là, à la signature de ces ententes-là, puis de façon féroce. Donc, écoute, rendu là, on fait des concessions, puis on progresse dans le temps, mais je suis d'accord avec toi que dans un monde idéal, il faudrait pouvoir mieux tirer profit des forces du privé, c'est-à-dire de penser autrement l'approche là, des soins des patients, tout ça. Je pense qu'à long terme, ça va venir à mesure que la confiance va s'établir entre les deux acteurs, là, le public et le privé, de nous faire confiance un peu plus sur qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait changer sur la façon de traiter les patients. Là, c'est sûr qu'il y a des choses extrêmes, il y a des choses moins extrêmes, mais entre autres, là, moi, dans nos projets des prochains mois, c'est vraiment d'instaurer le sans-papier. Là, ça des petites choses comme ça, là, que les gens travaillent sur tablette sans avoir besoin d'imprimer 60 feuilles à chaque fois qu'un patient du CHU de Québec débarque chez nous, puis que ce soit déjà à ce moment-là écrit sur des feuilles PDF, que ça puisse juste être envoyé de façon sécuritaire, de manière informatique au CHU de Québec pour être archivé, au lieu de présentement le traitement du papier, on imprime des dossiers, je te dirais, c'est vraiment ça, une 60aine de pages. Il y a peut-être 7 ou 8 pages au total qui sont vraiment remplies pendant la chirurgie. Qui sont pertinentes. Après ça, on a affaire avec une entreprise là, de transport de documents pour renvoyer ça au CHU le plus rapidement possible, que ça puisse être scanné et archivé. Alors, c'est incroyable. Il y a des choses comme ça qui sont... Mais en tout cas, il y a plusieurs aspects sur lesquels je pense en effet qu'on pourrait servir un peu de laboratoire, peut-être à la limite, pour le système public.
tester des choses chez nous, voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, le faire à plus petite échelle, pour après ça importer dans les grosses institutions vraiment les solutions qui sont les plus efficaces. Mais écoute, tu as tout à fait raison que c'est encore une entreprise un peu, je dirais pas unilatérale, là, mais c'est une collaboration qui est qui s'attire d'un bord plus que l'autre, là, dans le sens que si tu regardes, si je pouvais te montrer les ententes, il y a beaucoup, on s'engage à beaucoup de dédommagement à l'hôpital si jamais on ne peut pas donner tel ou tel service, mais si eux nous annulent, il n'y a aucune compensation. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup des... Il y a des concessions que j'ai dû faire pour lancer la machine, mais graduellement, au fil des années, quand les gens vont réaliser qu'en effet, c'est rien d'exagéré, on va améliorer certains de ces aspects-là au fil des années. Tu parlais du fait que le système de santé est devenu trop gros tout à l'heure. Tu sais. C'est une question que je me pose depuis un certain temps. À quel moment une structure devient tellement grosse que les avantages liés aux fusions sont complètement annulés par les désavantages? Tu sais, je regarde l'image du CHU de Québec, là, qui est maintenant 5 hôpitaux. Est-ce que je me dis qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça? Puis tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, au début, il y avait une inhalothérapeute chef qui faisait une journée d'administration par semaine. Ils sont 3 à temps plein. Puis tu parlais de la grosseur du système de santé. Puis, moi, j'ai la vision, à certains égards, que les gens prêtent des mauvaises intentions au système de santé. Dans le sens, c'est sûr qu'en théorie, on est là pour soigner des patients, mais moi, j'ai tendance à voir une structure comme le système de santé comme une entité vivante à certains égards, qui génère ses propres besoins. Qui se modifie avec le temps, un peu comme un organisme vivant. Il y a des altérations génétiques, là, finalement, il y a des espèces d'anomalies de fonctionnement qui s'installent. Ensuite, comme je te dis, ça génère ses propres besoins. Là, donc, puis finalement, ça se nourrit de l'intérieur. Puis, ultimement, tu t'arrêtes parce que quand tu penses, mettons, que tu arrives pour opérer un patient, puis ils disent, on ne pourra pas faire votre patient parce qu'on n'a pas de lit. Pour le coucher après, là, tu dis, c'est certain que ce système-là ne remplit pas, finalement, le besoin pour lequel il a été créé. Tu dis, ça n'a aucun sens. On est là pour traiter des gens, puis on annule une chirurgie parce qu'il n'y a pas de lit. Tu sais, quand tu prends ça dans l'abstrait, là, tu dis, ça n'a aucun sens. Écoute, on en est là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te dirais que je veux juste mettre quelque chose au clair. J'ai travaillé avec beaucoup d'administrateurs d'hôpitaux dans les dernières années, puis il n'y a personne là-dedans qui est de mauvaise foi. Non. Mais tout le monde fait de son mieux, puis je suis certain que si tu leur poses la question, ils aimeraient tous pouvoir être capables de faire une plus grosse différence. Ce que je te dis là, c'est que... Ils sont tous pris dans un système qui est plus gros qu'eux. Exactement. Avec des étages. Mais ce que je te dis là, je pense pas que c'est le fruit d'un exercice conscient de la part des administrateurs. Non, absolument pas. Je pense que c'est tellement gros que ça, comme je te dis, il y a une espèce d'inertie à cette affaire-là. L'image du paquebot, là, que, écoute, tu veux le faire virer d'un degré, quasiment que tu y penses 2 ans à l'avance, c'est spectaculaire. Écoute, moi, je pense que les fusions à répétition, ça n'a pas été bénéfique pour le système. Là. Il y a en théorie, je le disais, là, entre la théorie de l'avantage de grouper les achats, de grouper ceci, de grouper cela, il s'ajoute malheureusement des étages administratifs qui font qu'entre le préposé sur le terrain qui a une super bonne idée de changement qu'on pourrait faire, bon, il soumet ça à son supérieur, qui lui doit le soumettre à son autre supérieur, puis il y a combien d'étages à peu près avant qu'une personne puisse dire « je suis assez haut dans la hiérarchie pour pouvoir prendre une décision sans devoir me référer à un comité ou au ministre ». Ben, écoute, à un moment donné, souvent le message s'est perdu, puis quand il redescend, il est encore déformé, ce qui fait que il y a une inefficacité un peu dans le système. Puis je pense que les fusions ont contribué à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas éliminé des postes de chefferie là, quand on a fait des fusions. On a ajouté des couches, on a ajouté des étages. Puis pour avoir été dans quelques comités qui ont essayé d'uniformiser, là, ne serait-ce que des documents entre Saint-François d'Assise, l'Enfant Jésus, le CHUL, à un moment donné, c'est pas pertinent, dans le sens que la pratique n'est pas la même. On ne traite pas le même genre de patient à Saint-François qu'on fait au CHUL ou à l'Hôtel-Dieu. Ils ont tous des particularités. Il y a des habitudes qui datent de 50 ans qui ne gagnent pas à être modifiées de force nécessairement non plus. Puis tout ça mis ensemble fait qu'il y a une démotivation. Parce que
tu as vécu, je pense, le fait de travailler comme étant un employé pas un employé, on n'est jamais employé comme médecin, mais travailler à Saint-François-d'Assise. Les employés sont des employés de Saint-François-d'Assise. Ils ont une fierté de travailler pour leur hôpital. Il y a une petite compétition saine avec l'Enfant Jésus, on est meilleur qu'eux autres, ou on est meilleur que le CHUL. Tu es un employé de Saint-François-d'Assise, puis quand tu fais un changement pour le mieux, tu as l'impression d'aider ton hôpital, puis de le faire avec fierté. Alors que là, aujourd'hui, c'est vague le concept de travailler pour le CHU de Québec, ou encore plus, travailler pour le CIUS, qui est une entité... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, puis j'ai eu ce commentaire-là quand même de plusieurs employés. Alors, honnêtement, si le système n'était pas aussi gros, je ne suis pas certain qu'on aurait besoin du privé, mais je pense qu'on a besoin du privé pour montrer un peu la voie de... Peut-être justement, comme je te disais, faire des essais dans des circonstances qui sont plus malléables, mais aussi montrer la voie qui a arrêté de grossir, là, ça aide personne. Je te dirais que spontanément, moi, je pense que ma vision est en train de changer, là, mais spontanément, j'avais un certain malaise face au privé en santé, là, notamment le risque que le personnel fuit le public pour aller vers le privé. Mais en réfléchissant plus, je me dis, on est rendu là où on est avec un réseau essentiellement public. Puis manifestement, ça ne s'améliore pas, ça se détériore. Alors, juste ça justifie, selon moi, d'essayer autre chose. J'aime pas beaucoup être accusé de tous les maux d'exode du personnel en santé, parce que dans les faits, il faudrait une étude, voir les statistiques exactement, mais combien de ces gens-là qui ont quitté... Là, moi, je te parle surtout des blocs opératoires. Je suis surtout au courant de la situation dans les blocs opératoires, mais des dizaines ou des centaines d'employés qui ont quitté les blocs opératoires dans les années. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en a à peu près pas qui sont venus chez nous, là, parce que j'en ai parlé tantôt, mais la plupart ont non seulement... Il y en a qui ont transféré vers d'autres branches dans le système public. Il y en a qui ont divergé vers carrément d'autres branches de travail aussi. Puis ça, c'est pas de la faute du privé en santé. Pas du tout. Le système public a été... ça va un peu avec la grosseur des institutions dont on parlait tantôt. Il y a une dépersonnalisation des rapports entre les employés et leur employeur. Puis, il y a un prix à ça. Et le prix, souvent, c'est que les gens sont... il y a toutes sortes d'abus, là, vous le savez, hein, le TSO, le temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire, les chambardements avec la pandémie, des gens qui étaient au bloc opératoire depuis 20 ans, qui se sont fait dire du jour au lendemain, tu vas aller sur une unité de soins intermédiaires ou soins intensifs de patients COVID. Plusieurs gens qui ont trouvé ça très, 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 très difficile, puis pas juste fatigant, là, mais dur émotivement, puis qui ont décidé de quitter. Alors, en tout cas, il faut arrêter d'avoir peur, là, dans le sens que j'entends parler de projets que j'aurais, puis les gens me disent « Ah, le ministère va être réticent à ça parce qu'ils vont avoir peur d'un exode du personnel. » Mais là, arrêtez, lâchez-moi avec l'exode du personnel. Là, en tout cas, c'est assez émotif pour moi, des fois, de me faire accuser de choses comme ça. Non, mais en fait, je ne t'accuse pas, moi. Non, toi, pas du tout. Mais c'est quelque chose, c'est une rhétorique qu'on entend souvent. Oui, c'est ça. De dire qu'il ne faut pas laisser trop de place au privé parce qu'ils vont drainer le système public. Ben là, écoute, on devrait tellement être fiers de travailler dans les soins de santé. Y a-t-il quelque chose de plus valeureux, de plus gratifiant que d'aider des gens qui sont en situation de besoin? Puis la plupart des gens qui choisissent de travailler dans le système de santé le font pour ça aussi, pour aider les autres. C'est des gens qui naturellement veulent aider. Donc, je vois pas à la base qu'est-ce qui empêche le système public d'être vraiment un endroit qui attire les gens et qui les garde à son emploi là, pour toute leur carrière. Il faut juste bien faire les choses, puis on va y arriver. Là. Ce sera pas en rabaissant les autres qu'on va s'élever. Comment es-tu perçu par tes collègues anesthésistes dans le réseau public à Québec ou peut-être? Ben, écoute, en plus, parce que tu draines, tu as des jeunes anesthésistes qui sont allés travailler chez toi directement. Là, oui. On est deux de mon âge, là, fin quarantaine, là, qui sommes là. Il y a un jeune qui, dès le départ, s'est joint à moi, là, qui a décidé de jamais faire le saut en centre hospitalier. Comment je suis perçu? Écoute, là, je vais te donner mes impressions. Elles sont peut-être pas bonnes. Je pense qu'il y a une part de respect pour, comme tu l'as dit tantôt, là, de respect pour ce que j'ai fait parce que fallait le guts de le faire, là, ça c'est certain. C'est plus que du guts, mais... oui, mais... il y a un brin de folie, mais... oui, il y a un brin de folie. Est-ce qu'il y a... comme je l'ai dit, là, c'est certain, je ne le cacherai pas, c'est un gain là, depuis travailler la nuit puis la fin de semaine. Mais
est-ce que au total, j'ai tant que ça amélioré ma qualité de sommeil? Ça, comme je te dis, je le remets en question. Ouais. Mais je sais pas comment dire ça. C'est pas pour tout le monde de venir ici, parce que là, les autres qui travaillent avec moi, ils n'ont pas un horaire assuré. Là. Tu l'as bien dit tantôt, quitter le système public puis le système hospitalier dans la situation dans laquelle on est au Québec quand on était un médecin, on quitte une sécurité incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a aucun recrutement de clientèle à faire. Les patients n'attendent que de nous voir. Faut vraiment faire une gaffe majeure, un manquement éthique incroyable pour perdre son emploi comme médecin spécialiste dans un hôpital. On quitte tout ça là, quand on s'en vient au privé. Les gens se donnent un objectif de journée à travailler, mais ils ne l'atteignent pas toujours. Donc, au niveau financier, il y a une pénalité, ça c'est clair. Mais le fait est que quand on fait une journée de chirurgie, une journée d'anesthésie, on rend le même service à la population que si on l'avait fait à l'hôpital. Puis souvent, on en fait un peu plus même. On réussit à faire dans une journée, pour le même chirurgien qui fait 5 ou 6 cas de tel type à l'hôpital, quand il va venir chez nous, il va en faire 7 ou 8. Donc, est-ce que c'est si mauvais que ça, d'un point de vue global à la population? Non, pas du tout. Ben, moi, je pense pas. Mais bon, que voulez-vous? Alors, rendu là, c'est une question de perception puis une question d'idéologie. Je pense qu'il faut accepter le fait que un système de santé accessible, c'est ça qu'il faut viser. Accessible pour tout le monde, que ça passe par un système qui appartient au public ou qui appartient au privé, mais financé par le public. Je pense que rendu là, allons-y au plus efficace. Puis, es-tu, comme une dernière question du bloc principal, es-tu un anesthésiste qui s'est lancé en affaires ou un homme d'affaires qui a fait de l'anesthésie au début, de l'âge adulte? Écoute, c'est une excellente question, puis j'ai de la difficulté à cerner la réponse exactement. Okay. Parce que même quand j'agis comme homme d'affaires, on sent l'influence du médecin derrière, c'est-à-dire qu'il fait passer le patient avant plein d'autres considérations. Okay. Mais même quand j'étais médecin à l'hôpital, j'étais un de ceux qui s'intéressait à savoir à ta peu combien il coûte ce médicament-là, je serais pas mieux de prendre tel autre, ça coûterait pas un peu moins cher, ça serait pas plus efficace. Donc, je suis à quelque part une bébite entre les deux. Un hybride, okay. Ouais. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. OK, un invité hybride. Exactement. Excellent. Écoute, Daniel, ça complète le bloc principal. Tu connais le format de l'entrevue. Il y a souvent ou presque tout le temps une petite section baguette magique. Là. Donc, j'ai hâte de t'entendre sur, dans un premier temps, la chose que tu changerais par magie aujourd'hui, fin octobre 2022, dans le système de santé. Écoute, je défusionnerais tout ce qui a été fusionné, honnêtement. Okay, là. Quand même. Ben là, écoute, j'exagère, mais tu me parles d'une baguette magique. C'est la réponse. Je mettrais les hôpitaux un peu en compétition les uns contre les autres, mais une saine compétition. Là, l'hôpital qui gagne, on vous amène tous dans le sud. Écoute, c'est bon. T'es relativement radical. Le plus radical que j'ai eu, c'est le commandant Robert Piché. OK. Lui, je pense, si je me rappelle bien, il recommençait tout à zéro. Oh, ben là, ça, c'est très radical. Non, mais je te dis juste... Écoute, comme je te dis, même si on parle aux administrateurs eux-mêmes, ils aimeraient mieux être capables de ne pas avoir autant de freins à prendre des décisions. Quand ils ont une décision à prendre qui est évidente, qu'ils puissent la prendre sans être obligés de se rapporter au sous-ministre. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans le monde, n'importe qui, vivant ou décédé, pour un lait au chocolat, puisque tu es le seul anesthésiste au Québec qui ne boit pas de café. Donc... Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas le goût du café. Écoute, celle-là, tu me l'avais soumise à l'avance, puis j'avais beau y réfléchir. Là, j'ai trouvé ça dans l'auto tantôt. Je pense que c'est Jésus que je voudrais rencontrer. OK. Puis je vais te dire pourquoi. Je voudrais voir si c'était juste un illuminé. Là. Un schizophrène. Un schizophrène, exactement. J'essaierais de le diagnostiquer. Parce que ça pourrait être juste ça. Là. Ça se peut qu'on base toutes nos décisions actuelles contre l'avortement, le mariage gay, tout ça sur un désaxé. Un désaxé, ça se peut. Mais j'aimerais ça aussi. C'est sûr que j'essaierais d'amener mon iPhone puis de le filmer parce que c'est la vidéo qui vaudrait le plus cher au monde, une vidéo de Jésus. On voit l'homme d'affaires, OK. Ouais. As-tu une cause qui tient à cœur? Ben, j'aime beaucoup les enfants, fait que c'est sûr que à chaque fois que j'ai la chance de donner à l'opération Enfant Soleil, des choses comme ça, je le fais. Mais là, c'est sûr que depuis quelques années, ma cause préférée, c'est la virée des voitures de rêve, qui vient en aide à la Fondation du CHU de Québec. Et on a bien hâte à l'édition 2023. L'édition 2022 a été un peu amputée à cause de la pandémie. Il a fallu qu'on prenne des décisions de faire une édition moindre, mais on va partir en grande et encore plus en 2023, j'ai l'impression. On va être en forme pour 2023. Ça va être écœurant. C'est bon, ça.
As-tu un dernier message, une dernière pensée? Là? Ça fait une bonne heure qu'on jase. Ben écoutez, mais merci de m'avoir invité. Ben, merci, C'était Daniel. super intéressant. Que les gens ne pensent pas que le privé en santé, c'est Satan. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça que certaines personnes veulent véhiculer. Je pense que le privé, là, ça dépend qui le fait. Là. Il y en a peut-être qui sont là juste pour le profit, mais je pense que c'est juste une façon de sortir du système pour être capable d'aider les patients d'une manière différente, sans être prêt avec les contraintes des fois que le système s'impose lui-même, qui sont un peu regrettables. On se laisse là-dessus. Daniel, merci. Ça fait plaisir. Merci Bon à toi, samedi. Toi aussi. Bon week-end, puis on se reverra sûrement bientôt. Bye. Excellent, c'est bon. Bye.